Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Valentin et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette deuxième édition de La Méridienne, votre rendez-vous quotidien d'actualité sur le C-Space. Pour m'accompagner aujourd'hui dans nos différentes chroniques, nous avons Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Alors Margot, je vais te laisser un petit peu te présenter, nous présenter aussi à nos spectateurs quelles Ouais. sont tes missions sur cette campagne cette année et ton historique du C-Space, Ouais. de connaissance du C-Space. Alors, dis-nous un peu. Cette année, je suis sur l'organisation côté CNES du C-Space. Mais ce qui est un peu particulier, c'est que l'an dernier, j'avais un tout autre rôle. J'étais en fait participante. J'ai lancé une mini-fusée avec mon club. Et j'ai eu l'opportunité, quand j'ai cherché mon stage de fin d'études, de tomber sur cette offre du CNES qui proposait d'organiser le C-Space 2024. D'accord, effectivement, ça c'est une opportunité qui est assez rare pour une étudiante qui a connu le C-Space en tant que participante avec une mini-fusée. Et j'imagine que c'est une très belle opportunité pour toi, si tu as bien sûr apprécié l'événement, de pouvoir revenir dans l'équipe d'organisation pour l'organiser. Ouais, totalement. Puis c'est vrai que c'est incroyable de participer au C-Space, mais l'organiser, c'est un tout autre aspect et on voit tellement plus de choses et je me rendais pas compte en fait au tout début de mon stage, mais il y a une organisation énorme, que ce soit de la part du CNES, mais de la part de Planète Science sur cet événement. Et ça nécessite beaucoup de travail et plusieurs mois de préparation. Ah oui, tout à fait. Tu parles de l'organisation et du CNES. Alors, on peut le souligner, le CNES est le partenaire historique et l'organisateur historique de la campagne, qui est donc un acteur majeur du paysage aérospatial français. Donc, bien sûr, on est toujours très ravis de travailler avec le CNES et c'est une opportunité qui nous offre d'organiser cette campagne aussi pour les étudiants. Et alors, effectivement, l'organisation, tu en parles, on va y revenir un petit peu tout au long de cette émission, mais c'est effectivement un défi logistique impressionnant. Parce que, Oui. voilà, on a parlé d'ailleurs hier entre les différentes zones, entre la base Mhm. vie, entre la zone de lancement, la zone publique ici, le plateau télévision, la zone Jupiter. Et donc, du coup, à quoi ressemble un petit peu ta journée type? Est-ce que tu passes ton temps à courir de zone en zone, à organiser des choses, à éteindre les feux On va dire que la matinée souvent est plutôt tranquille et c'est plutôt le soir où il va y avoir le gros rush parce qu'il y a les réunions. Il y a deux types de réunions qui se déroulent chaque jour, la réunion logistique et la réunion technique. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir des actions qui vont nous arriver à nous et qu'on va devoir réaliser au plus vite pour que tout se passe bien les prochains jours. D'accord, donc important d'être très réactif, d'être Oui, très adaptable, trouver des oui, solutions rapidement aux oui. problèmes Être qui peuvent. disponible, Tout à fait, ouais. À toute heure de oui. quasiment de jour ou de la nuit, c'est fatigant. Est-ce que c'est plus stressant et fatigant de le faire en tant que membre d'équipe, du coup, ou en tant qu'organisatrice? C'est différent. En tant que membre, je me souviens que j'avais passé 3 jours au C-Space à fond sur mon projet, à faire que de la soudure. Je pense qu'il y a pas mal de membres qui peuvent se reconnaître dans ce schéma-là. Mais organisatrice, c'est totalement différent. On va à plein d'autres endroits du camp dont les participants n'ont pas forcément l'habitude. Et on navigue voilà, entre différents bâtiments. C'est totalement différent, ça n'a rien à voir. Oui, c'est sûr. Je me souviens, moi, effectivement, parce que je suis également ancien participant du C-Space, ma première année d'organisation, c'est vrai qu'on se rend compte de tout ce qui est fait en amont par Ouais. les équipes logistiques. Parce que quand on arrive en tant que membre de club, on arrive, on a des salles de travail qui sont équipées avec des tables, des chaises. Et en Oui. fait, c'est pas du tout comme ça à l'année. À Oui. l'année, ces bâtiments sont utilisés par le personnel militaire pour leur formation, etc. Donc effectivement, il y a toute la logistique en place, la salle com, il y a les éclairages, il y a la sono qui est mise en place. Exactement, ouais. Voilà, les espaces de travail sont balisés également, puisque les nombres de tables sont attribués en fonction du nombre de participants et de projets. Et donc j'imagine effectivement les deux sont fatigants. Mais au niveau stress, est-ce que parce qu'en tant qu'organisatrice, tu n'as pas le stress d'un projet à lancer, on est Totalement. d'accord, Mm. à assurer le résultat du vol. Alors tu as bien sûr à assurer le bon déroulé de la Oui. campagne, qu'il n'y ait pas de gros problèmes, mais effectivement il y a toujours le souci il n'y a pas l'angoisse en gros Oui, d'avoir le. il y a, on va dire, un autre type de stress, c'est celui de travailler avec des personnes qui sont expérimentées et qui participent au C-Space en tant que bénévole ou expert CNES depuis des années et des années. Et c'est vrai, quand on est toute nouvelle dans l'organisation du C-Space, on vient un peu bousculer ce monde-là. Et par exemple, lors des réunions, il faut savoir avancer comme il faut, respecter les timings, puis prendre la parole devant tout le monde. Voilà, c'est quand même très important et il faut pas hésiter à le faire, quoi.
Oui, c'est pas facile d'arriver à s'imposer. Après, l'avantage que tu as, c'est d'être ancienne participante, donc c'est de très bien connaître l'événement. Oui. J'imagine que ça, c'est un atout majeur pour travailler avec le CNES à Mmh. l'organisation. Est-ce que c'est mis en valeur? Est-ce voilà, ils sont conscients de ça et ils se Oui. disent que voilà, c'est. Beh, totalement, Damien, Decèze, qui, est chargé, de l'organisation du C-Space, depuis quelques années, c'est lui qui m'a du coup, recrutée en tant que stagiaire. C'est en fait l'élément qui m'a choisi en fait, c'était pour mon expérience, au C-Space, l'an dernier. Donc connaissance des lieux, des personnes qui travaillent ici, c'était, hyper important. D'accord. Bah, effectivement, c'est important d'avoir une équipe qui connaît un petit peu le terrain pour que ça tourne bien et que tous les moments du space soient réussis. C'est maintenant l'heure d'accueillir notre chroniqueuse de presse, Sophie, pour sa chronique quotidienne de la Gazette, qu'on peut retrouver tous les matins au réfectoire, qui nous parle un petit peu de l'actualité également de C-Space, les résultats des projets et diverses petites informations dont tu vas nous faire part. Tout à fait, Valentin. Bon, je viens de vous donner un petit exemplaire de la Gazette, comme ça vous pouvez le feuilleter pour si vous avez peu la chance de le lire. Moi, j'ai le mien avec toutes mes petites notes, comme ça on va faire une petite revue de presse ensemble. On est bien donc mardi 9 juillet. C'est la Gazette du jour avec une super photo signée Antelme, encore lui. Euh, alors, c'est donc le deuxième jour de lancement. Il y a des Fusex qui se préparent, il y a des Minif, et aujourd'hui, il y a eu les lancements des Kensat, dont on va avoir une équipe juste après qui vont nous raconter bien mieux que moi ce que c'est, puisque moi je pense que je vais dire des bêtises. Au programme, donc les contrôles ont ouvert à 9 h ce matin. Les contrôleurs vous attendent. N'hésitez pas à aller les voir. Ils sont en manque de boulot, tout simplement. Il faut se ramener parce qu'après, il n'y aura plus assez de temps et le C-Space passe très vite. Donc n'hésitez pas à y aller. 13 h la méridienne, on y est, c'est bon, vous êtes au rendez-vous, bravo à vous. Juste après, alors pardon, en fin d'après-midi, il y aura un atelier simulation contrôle satellite. Revérifier avec les équipes organisatrices les horaires. Je crois qu'il y a eu des changements entre-temps. Pour l'instant, c'est marqué 17 h à confirmer. En revanche, ce qui ne change pas, c'est à 20 h la conférence métier qui a déjà eu lieu hier, qui va réavoir lieu ce soir avec des super professionnels qui font part de leur expérience. C'est le moment de poser plein de questions et de rencontrer un petit peu les gens qui souvent sont des anciens du C-Space et qui maintenant travaillent dans ce domaine-là. Donc c'est super intéressant. Et à 20 h aussi, grand moment, puisque Et ouais. voilà, normalement, si tout va bien, c'est le début de la période de lancement d'Ariane 6. Alors, elle ne sera pas lancée ici, c'est dommage, hein, on aurait une monteuse pour. Non. Ah oui, il faudrait Ouais. avoir des rampes qui soient calibrées pour. Et pour le coup, le défi logistique dont tu parlais, Margot, Oui, serait autrement plus clairement. impressionnant. Oui, donc elle ne sera pas lancée ici, mais à Kourou, en Guyane. C'est donc 20 h heure française et c'est jusqu'à 23 h, je crois, qu'elle pourra être lancée si tout va bien. On espère que ça va bien se passer. Le lancement sera rediffusé en direct, donc diffusé en direct en Valmy 4 et aussi sur tous les écrans des salles clubs si vous voulez continuer à souder des petits trucs en regardant tout ça. Un petit peu d'éléments de contexte quand même. Alors, je vais pas dire beaucoup de bêtises, hein, je vais revérifier mes infos. A priori, cette fusée Ariane 6, ça fait 4 ans qu'on attend son lancement, donc on est contente de la voir partir. C'est une fusée de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, pas de la NASA, de l'ESA, et c'est une super nouvelle. Et on aimerait que ça fonctionne, et surtout, pourquoi elle décolle, c'est pour pouvoir mettre en orbite des satellites, donc via l'Europe, et pour pas être dépendant d'autres agences spatiales. J'ai pas dit de bêtises? Non, c'est exactement ça. Bon, super. Dans la Gazette, toujours un petit point météo. Alors, il y a eu des changements puisque le temps est changeant. Oh À 20 h, il y non. a un petit soleil. En fait, non, a priori, il y aura plus des nuages. Donc, dommage pour la nuit étoilée, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir un temps plus dégagé dans les jours à venir. Bah, après, à 20 h, nous aurons tous les yeux rivés sur le décollage d'Ariane 6. Donc, Tout Oui. à dans fait. tous les Donc, cas, finalement, nuageux ou pas, ça autant que change ce pas soit ce grand-chose. soir. On tourne la page pour découvrir le témoignage de Aude, qui a terminé sa fusée toute seule, alors qu'ils étaient 7 dans l'équipe à la base. Bravo à elle. Surtout qu'en même temps, elle fabriquait un robot, puisqu'elle a participé à la Coupe de France de robotique, qui est aussi organisée par Planète Science, donc elle bosse dur. Bravo Aude. Surtout que donc, elle expliquait dans son témoignage que la Minif s'appelle Interstell Herbe, qu'elle n'embarque pas d'expérience, elle n'a pas eu le temps de la faire. Mais maintenant, nous, on sait qu'elle a quand même bien bossé, puisque la fusée a décollé ce matin et a fait un vol nominal. Félicitations. C'est Donc, on la impressionnant. félicite. Surtout sachant que la Coupe de robotique se déroule en mai, c'est-à-dire que c'était pas il y a très longtemps. Donc il y a eu vraiment un très court Il y avait moment 2-3 mois pour. quoi, Voilà. Et après, pour carburer. je ne sais pas les résultats qui ont été effectués à la Coupe de robotique, mais c'est des projets qui prennent beaucoup de temps également à préparer et à gérer sur le moment de l'événement. Donc effectivement, bravo à elle, surtout pour avoir fini Ouais, toute seule ce impressionnant. projet. Voilà, Aude maintenant sait tout faire, des robots, des fusées, tout.
Je lis les petites annonces parce qu'il y a des annonces qui sont chouettes et qui sont encore valables. Hugo qui cherche les 2 antennes GPS externes avec fil de 5 centimètres qu'il a prêté à un club. Il les cherche toujours, c'est toujours valable. N'hésitez pas à aller les déposer en salle com ou directement à Hugo quand vous le voyez. Et bien sûr, un joyeux anniversaire à Timothée B et Benjamin M de la part de toute l'équipe. Joyeux anniversaire, Timothée et Benjamin. Bon, et on finit avec un petit point chiffre. Hier, je vous avais donné les chiffres du nombre d'abonnés, puisque moi, je fais partie de l'équipe com. Donc forcément, je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où on poste des photos et des vidéos tous les jours de l'événement. Et sur Twitch, on était... Alors, je sais plus les chiffres d'hier, mais aujourd'hui, on est à 392 abonnés. On n'est pas loin des 400. L'idéal serait qu'à la fin du C-Space, on ait fait péter la barre des 400. Voilà, allez-y, abonnez-vous, c'est chouette. Comme ça, vous serez déjà paré pour l'année prochaine et vous louperez pas les stories et les reels Instagram. Sur Twitch, vous y êtes. Hier, on était une trentaine. C'était une première émission. C'est pas trop mal pour une première émission. Aujourd'hui, je suis sûre qu'on a déjà pété les scores. Je sais pas si tu as un coup d'œil sur le nombre de personnes en live. Alors, je suis sur le live Twitch, effectivement. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent dans le live, mais nous avons quand même plusieurs personnes qui regardent. Nous avons pour l'instant une petite dizaine de personnes qui nous regardent. Bon. Donc, n'hésitez pas à ramener les amis, à ramener la famille. Et puis de toute façon, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir en live, c'est sûr que là tout le monde bosse, notamment sur les fusées. N'hésitez pas à les regarder sur les replays qui vont être mis bientôt sur YouTube et qui sont déjà disponibles sur Twitch. Super. Merci beaucoup Sophie pour cette petite chronique de Gazette. Et oui, la Gazette, c'est important dans une campagne, la Gazette. Et oui. Parce que ça permet de tenir les gens informés de ce qui se passe, les petites annonces par exemple, de savoir qu'est-ce qui est recherché par qui. Est-ce que c'est pas un petit coup de pouce aussi à l'organisation, ça, d'avoir une gazette pour pouvoir parler un petit peu à tout le monde? Oui, s'il y a des infos à diffuser au dernier moment, on sait que la gazette est là pour les mettre. Et puis c'est vraiment top le matin pour les clubs d'arriver au réfectoire, de découvrir la gazette du jour. Ça apporte toujours du sourire. Oui, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de la retrouver au réfectoire parce que, alors vous ne la voyez pas ici, mais il y a des mini-jeux, il y a des petits mots cachés, dans des tableaux, il y a des petites phrases du jour, donc c'est toujours un petit moment d'humour. Oui. Et c'est important pour un événement qui est aussi prenant et aussi stressant d'avoir des moments pour décompresser. Hein. Et voilà, je pense que même vous, au niveau orga, c'est quelque chose qui est appréciable. Ouais, je l'ai lu ce matin, D'accord, donc j'étais très contente. L'an dernier aussi, elle y était, d'ailleurs. Oui. Et c'était toujours très attendu. Ah oui. Tu te souviens peut-être dans ton équipe si vous étiez tous hypés par la gazette du matin Ah ben, on essayait de l'avoir sur la table. Hein. Si elle n'était pas sur notre table, on allait la chercher sur notre table. Hein. C'était pas possible de la louper. Hein. C'est vrai que c'était compliqué de trouver un exemplaire. Il fallait se battre des fois. Hein. Donc on a plusieurs. On va parler un petit peu de l'organisation globale du C-Space, notamment via ton prisme, on va dire, d'organisatrice. On va parler en particulier des contrôles. Oui. Parce que les contrôles, c'est, on va dire, la phase la plus technique qui se déroule sur la base vie. Donc déjà au niveau logistique, c'est pas mal j'imagine, d'installations à faire. Oui. Parce qu'ils ont toutes les tables de contrôle. Exactement. Ils ont des instruments de mesure. Oui. Parce que voilà, tu t'en souviens certainement, vu que tu as été ancienne participante, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les fusées pour contrôler, pour voir si elles sont, on mesure si elles tout, sont conformes, voir si elles ne sont pas dangereuses également pour les participants. On va donc regarder une petite vidéo qui vous explique ça un petit peu mieux. Vous aurez un petit aperçu des contrôles, de ce qui s'y fait, des petites astuces éventuellement des contrôleurs qui sont donnés à la dernière minute, des différentes mesures et des différentes opérations menées par les équipes de contrôle pour s'assurer que la fusée est sûre. On se retrouve juste après cette petite vidéo. À 0, tu tires la fusée comme si elle décollait. Donc pendant 3-4 secondes, tu secoues la fusée dans tous les sens. Et ensuite, tu la présentes vers le haut, légèrement à peu près horizontal. D'accord? Toc. On fait parachute aussi bien. Et bah, c'est pas mal.
vidéo très instructive pour voir un petit peu plus clair sur en quoi consistent les contrôles. Margot, tu te souviens, toi, quand tu étais participante, donc l'an dernier, Oui. de ce que c'était que les contrôles? Est-ce que tu peux Oh nous en oui. parler un petit peu? Comment ça s'était passé Un pour toi? moment très stressant et je pense pour tous les membres de club. Il n'y a pas qu'un seul contrôle, on en fait tous plusieurs pour valider un projet. Et c'est vrai que voilà, les allers-retours au contrôle, c'est typique. Ça arrive chaque année. Et souvent, on change de contrôleur, c'est pas forcément la même personne, ou il y a un contrôleur qui passe à côté pendant qu'on fait valider notre fusée, et il rajoute sa petite touche, autre chose, allez, une suspente à raccrocher, un double nœud de 8, un coup de piste au col. Donc c'est assez frustrant, mais c'est important d'avoir un projet parfait pour pouvoir le lancer. Et oui, oui, tout à fait. Alors, c'est toujours compliqué d'avoir un discours commun à la virgule près, parce qu'au-delà des règles qui sont bien sûr dans le cahier des charges, chaque contrôleur, il va de son expérience personnelle, chacun a sa petite méthode, sa petite technique, son petit pro-type, on va dire, pour que les choses se passent bien. Mais il y a malgré tout des étapes incontournables dans un contrôle. Exactement. La compatibilité propulseur, si le propulseur ne peut pas rentrer dans la fusée, elle ne volera jamais. Bien évidemment, les tests de sécurité, alors les tests de résistance des ailerons, par exemple, Oui, qui sont toujours très stressants pour les équipes qui doivent suspendre leur fusée par les ailerons et la exactement. retourner. Et après, il y a bien sûr l'épreuve finale, on va dire, le big boss des contrôles, Ouais, qui est le vol simulé. le vol simulé, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un vol simulé en contrôle et à quoi ça sert? Et ben, le vol simulé, ça vraiment recrée, alors pas exactement, puisqu'on ne peut pas être dans les mêmes conditions qu'au décollage, mais on met notre fusée, on allume toute l'électronique de notre fusée et on va simuler le contrôle, simuler le décollage en bah, bousculant la fusée, en la secouant très fort pour voir si le système de récupération, donc le parachute, sort bien juste après l'apogée. D'accord. Et je crois qu'il répète cette opération 2 fois. Je crois qu'il faut avoir 2 vols simulés pour être Peut-être bien. qualifié, il me Ouais, semble. j'ai plus de souvenir de ça, Je crois mais que les 2 doivent être validés. Et alors bien sûr, une fois que la fusée a été qualifiée pour le vol, il y a interdiction de la retoucher derrière. ah oui. Ce serait triché et puis ce serait dangereux. Il vérifie également les expériences dans les Oui. contrôles, surtout pour les fusex. Je crois que pour les mini-fusées, Oui, on on en s'assure fait un qu'elles peu soient juste, moins, ouais, mais qu'elles oui. soient juste sûres. Mais on vérifie effectivement le bon fonctionnement des expériences des fusex, parce que les fusex, c'est un vecteur qui est plus important, ça fait quand même 2 mètres au moins. Il y a un gros propulseur qui est mis en œuvre. Oui. Il faut que ce soit justifié quand même par une Oui, on expérience. lance pas une fusex juste pour le plaisir et totalement vide C'est ça. de sens. Et parmi les expériences qui sont intéressantes à mettre en œuvre dans une fusex, on peut par exemple y cacher un petit module qu'on va éjecter, qu'on appelle un CANSAT. Ouais. On va en parler un petit peu plus en détail dans quelques instants. Mais c'est une expérience qui est toujours intéressante à Ouais. mettre en œuvre parce que c'est des gros défis d'intégration. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo une interview d'un membre d'équipe qui justement s'est lancé dans l'aventure d'intégrer et d'éjecter un CANSAT dans sa fusée expérimentale. Il va nous parler un petit peu de comment ça s'est passé pour lui. On se retrouve juste après cette vidéo. Genre juste là, par exemple, c'est quoi les quelques expériences que vous faites? Un CANSAT, donc on éjecte un CANSAT. Ok. Ici, là, c'est un détecteur de particules fines atmosphériques. Nickel. Il y a d'autres expériences à part ça? Un détecteur de muons, juste ici. Ok. Et après, sur l'ordinateur de bord de la fusée, on a un baromètre pour se connaître l'altitude de la fusée autrement que par la théorie. Et on a un accéléromètre aussi pour les accélérations de la fusée. Ok. Vous en êtes où là des contrôles un peu, ça se passe bien? Là, on en est à la méca qui est en train d'être validée. Il reste encore les lecs et le système de récupération. Avec un petit peu de chance, un petit peu de graisse, ça devrait fonctionner. Sur les pronostics, nominal ou balistique? On espère nominal. Mieux. Je préférerais ça à des assemblages rapides imprévus. Si on fait balistique, le carbone, ça va être beau. L'explosion. Ah oui, dans le carbone, je pense qu'on va pas trouver grand chose de la fusée dans ce cas-là. Super. Bon voilà vous. Et on le voit, c'est pas facile d'intégrer un CANSAT dans sa fusée expérimentale. Il y a beaucoup de défis à relever pour le faire. On voit également que l'ambiance de travail est survoltée dans les salles club. Nous ont rejoint sur ce plateau Valentine et Nathan. Anouk. Bonjour. Bonjour. Pardon, ah, Valentine. Anouk, pardon, et Nathan, excusez-moi, du club Aero-IPSA.
Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau, Merci à vous de nous avoir invités. mais c'est avec plaisir. Alors, c'est pas particulièrement par hasard que vous êtes ici, puisque vous avez sur votre table le petit projet que vous aviez préparé pour cette année, qui est donc un CANSAT. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, nous expliquer déjà qu'est-ce que c'est qu'un CANSAT? Donc un CANSAT, c'est un microsatellite, donc de la taille d'une canette. Nous, on a la chance d'avoir des canettes un petit peu plus grandes, elles font 1 litre. C'est 8 cm de diamètre et 20 cm de haut, où on doit mettre plein de missions pour coller au concours CANSAT, donc, qui est organisé par le CNES. On a des missions imposées et on met tout en œuvre pour les larguer depuis les drones et que tout fonctionne. D'accord, donc c'est largué depuis un drone, et donc c'est un petit module comme ça qui effectue des petites expériences très compactes. Alors, j'imagine, faire rentrer autant d'électronique et des expériences dans un plus petit volume, c'est plus, on va dire, plus touchy, plus challenging que de le faire sur une fusée expérimentale. Bah oui, bien sûr, il y a un gros défi au début d'intégration de tout ce qui est partie méca et électronique. On travaille chacun sur sa partie, mais il faut quand même qu'on s'arrange ensemble pour pouvoir intégrer tout ça dans un CANSAT de la taille donc de 20 cm. Donc au début, c'est assez compliqué, surtout quand on ne peut pas tout voir et assembler au début. Donc bon, à la fin, on croise les doigts et normalement ça passe. Alors, je crois que vous avez tous les deux déjà participé au C-Space, notamment sur d'autres projets, sur des fusées expérimentales, sur des mini-fusées, aujourd'hui sur un CANSAT. C'est un petit peu particulier le CANSAT parce que c'est un concours qui est davantage organisé comme une compétition entre les différentes équipes, davantage que sur les fusées où c'est une campagne où tout le monde va lancer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concours CANSAT, les principales règles, le règlement, le nombre de participants, etc. Donc nous, au sein du concours, on doit réaliser des avancées de projet. Donc on envoie un document de définition, un peu comme sur les minifs. On a bien sûr un suiveur. On doit réaliser un poster. Donc ça va être un poster du format A1 qui doit présenter, c'est un poster scientifique avec toutes les avancées durant l'année. C'est à rendre 1 mois avant le C-Space. Et après, on a les largages, donc c'était aujourd'hui, ce matin, si vous n'avez pas eu le temps de les voir, voilà, qui se sont passés plus ou moins bien. Et à la suite de ça, on va analyser nos résultats donc cet après-midi. Demain, on a notre oral, donc on expliquera tous nos résultats, tout ce qu'on a fait tout au long de l'année, nos expériences, etc. Et à la suite de ça, le jury nous attribuera des points en fonction des missions, si on les a réussies ou non. Et en fonction de l'avancement tout au long de l'année, il y a des points de finition également. Et voilà. D'accord, donc vous avez des missions imposées par le cahier des charges, et selon votre capacité à les effectuer, vous recevez des points du jury. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quelles étaient les missions pour cette année? Alors tout d'abord, nous avons le lever de drapeau à l'atterrissage, qui fait partie d'une des missions qu'on devait remplir. Ensuite, on va avoir le contrôle du parachute dans la descente, donc avec des suspentes qui permettent de tirer plus ou moins des côtés droit ou gauche du parachute. Ensuite, on avait aussi le largage, marquer une zone au sol. Donc nous, on a utilisé un système avec un fluide qui coule dans des tubes et finalement qui coule sur nos pieds pour toucher le sol. Et enfin, peut-être que la dernière mission, c'est celle qu'on n'a pas réalisée, mais tu peux peut-être en parler. On a, du coup, pour larguer le fluide, on a aussi déployé les pieds. C'est ce qui permettait d'ouvrir le système de fluide et d'atterrir le plus verticalement possible. C'était le but. Malheureusement, on a eu quelques petits problèmes avec notre parapente qui s'est emmêlée et une suspente qui a lâché. Oui, pour la dernière mission, en fait, il fallait créer un capteur fait maison. Ah oui. Donc finalement, on n'a pas pu le faire parce qu'on a déjà intégré toutes les autres missions et qu'on s'est dit qu'il n'y aurait plus la place et que c'était assez, ça demandait beaucoup de ressources, sachant qu'on n'a pas eu 1 an pour le faire, mais beaucoup moins, avec le retour de l'étranger de nos chefs de projet. D'accord, effectivement, on le voit tel qu'il est là, ça paraît compliqué d'y Oui. caser autre chose que tout ce qu'il embarque déjà. Est-ce que vous avez déjà, vous, eu l'occasion d'avoir essayé d'intégrer un CANSAT dans une fusée expérimentale, comme on l'a vu dans la vidéo? Bah oui, l'année dernière justement, sur le projet Cyclone, un PMI de 5e année finalement, qui avait pour but d'intégrer un module qui redescend lui-même avec ses propres aérofreins,
qui déploie une sorte de parapluie à l'envers et qui se dirige vers une position GPS un peu comme ce Kensat, mais beaucoup plus précis, avec du contrôle d'aérofrein et avec des contraintes aussi beaucoup plus importantes et puis une partie de travail beaucoup plus énorme au niveau de l'électronique, parce que c'était vraiment purement un projet électronique pour nos 5e années. Impressionnant. En effet, oui. Et il faut gérer, j'imagine, toutes les contraintes d'éjection du Kensat en dehors de la fusée. Là, c'est pris en charge par un drone qui le largue. Vous n'avez pas à vous soucier de l'éjecter du corps. Peut-être l'encombrement aussi, puisque dans une fusée expérimentale, on ne dispose pas d'une place illimitée. Donc est-ce que vous aviez un standard, un format standard 33 centilitres ou vous aviez une canette de 1 litre Comme ça, je me rappelle plus, parce que ça fait longtemps, mais oui, elle était un peu plus grosse que ce Kensat. Et finalement, il y avait une trappe qui ouvrait à la fois le parachute et à la fois le Kensat. Donc finalement, dans la fusée, il y avait assez de place, parce qu'il y a toujours beaucoup trop de place d'ailleurs, mais c'était rentré sans problème finalement. D'accord. Le tout, oui, c'était d'ouvrir la trappe de para. Et donc vous disiez, alors le vol s'est plus ou moins bien passé pour vous, vous avez eu des petits ennuis avec le parachute, mais tout n'est pas perdu néanmoins, vous avez encore votre oral, et puis vous avez peut-être la chance de pouvoir relancer, au moins pour récupérer les résultats de vos expériences, c'est ça? C'est ça, cet après-midi, on essaye de libérer un créneau. Donc bien sûr, ce sera en fonction des qualifications MINIF et FUSEX, on va pas leur prendre leur créneau. Mais si on a la chance, on pourra peut-être le relancer en espérant avoir bien tout fixé et que ça se déroule bien, que le parapente sorte bien. Et ça nous permettrait, oui, de bien vérifier parce qu'on sait qu'au sol, tout fonctionne. Mais comme d'habitude, au C-Space, en vol, c'est différent. Et oui, c'est la dure réalité du terrain oui. versus la théorie. Difficile ça de trouver un créneau de vol entre les minifs, les fusex. Au niveau organisation, comment ça s'intercale une campagne des largages de Kansat au milieu des vols de fusées C'est totalement différent parce que vu que c'est largué par drone, le temps de préparation est souvent différent. Après, c'est le DDO qui gère toute la coordination des lancements et des largages de Kansat. D'accord. Et au niveau organisation de la zone, il y a une zone bien définie ici pour larguer les Kansat? Et oui, et on établit une aire de lancement où en fait le Kansat devrait retomber. Et il y a ensuite des EPI qui sont portés par les membres de club qui vont larguer leur Kansat, des casquettes de sécurité, des gilets pour maintenir la sécurité de tout le monde. Ah et oui, on va le redire, mais safety first, c'est important. Mhm. C'est comme on dit, outre-Atlantique, je l'ai déjà dit hier, mais je le répète parce que c'est quelque chose qui est crucial sur une campagne aussi importante. J'imagine que aussi au niveau base vie, c'est compliqué parce que il faut tenir compte des Kansat qui, eux, ont des contraintes différentes des Minif et Fusex parce ils sont dotés, ils ont Oui. une compétition à suivre. Il faut réserver aussi des locaux, j'imagine, pour les présentations orales. Oui, exactement. Il faut caler des créneaux horaires pour que le membre Oui. du jury puisse se déplacer, venir écouter les présentations et les noter. Et je crois qu'il y a les contrôles Kansat également se font sur table, c'est bien ça, ou vous devez aller dans une salle contrôle? C'est au même niveau que les minifs, donc on prend une place dans cette salle. D'accord, donc un vrai défi logistique aussi Oui. d'attribuer les tables à chacun. Ouais. Mais malgré tout, ça fait quand même une campagne qui est très complète, parce Oui, qu'on c'est a très vraiment riche. tous les projets. Vous l'avez vu aussi, vous, en passant par les Minif, par les Fusex, par les Kansat, au fur et à mesure de votre expérience au C-Space. C'est ça qui en fait, je pense, une campagne aussi intéressante et aussi riche, Ouais. c'est d'avoir autant de projets présents en même temps. C'est d'ailleurs assez récent, ça fait quelques années que les Kansat puissent se lancer ici, Oui, sur zone. exactement. À l'époque, c'était en base vie. Là, c'est davantage intégré aux opérations fusées, et Mm. c'est vrai que tout le monde peut en profiter. Oui. Il y a également des lâchers de ballons. Je vous fais un petit teaser pour les jours suivants. N'hésitez pas à suivre l'émission pour en savoir plus sur cette activité ballon. En tous les cas, merci Anouk, merci Nathan, Merci. merci beaucoup Margot pour Avec nous avoir plaisir. accompagnés tout au long de cette émission numéro 2 de la Méridienne. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour un nouvel épisode de la Méridienne pour l'actualité du C-Space de mercredi. Bon vol!